Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Bucquin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Olivier Bucquin, vous êtes directeur général adjoint de Chargeur. On va en parler évidemment, conglomérat international qui regroupe plusieurs actifs industriels et des activités financières également. Oui. Mais on va d'abord parler de vous parce qu'on aime bien connaître un petit peu les décideurs qui sont en face de nous dans cette émission. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Quand vous étiez jeune, quels étaient vos rêves? Est-ce que vous les avez réalisés aujourd'hui? Alors moi j'ai un parcours qui est très mixte puisque il est partagé entre le secteur privé et des engagements secteur public. Mmh. J'ai été élu conseiller municipal à Carnac, en Bretagne. C'est un maire aussi, hein. Voilà, j'ai été élu, j'avais 18 ans, j'étais étudiant à l'ESSEC, au conseil municipal, et puis effectivement j'ai prolongé et je suis devenu maire par la suite. Et puis plus tard, parallèlement à mon parcours professionnel, ou dans mon parcours professionnel, après Bolloré, Paribas, Plasticonium, j'ai aussi travaillé pendant quelques années pour l'État, où j'étais délégué interministériel à l'intelligence économique, avant de rejoindre Chargeur. Complètement. Et on va parler de l'intelligence économique, parce que c'est un terme finalement qui est assez méconnu. Mais quand vous étiez maire de Carnac, j'ai vu qu'il y a une rencontre assez exceptionnelle, puisque vous avez rencontré Václav Havel, l'ancien président tchèque. Oui. Grand auteur, un grand écrivain. Voilà, ça vous a marqué? Est-ce que ça marque une vie, finalement, quand on rencontre Une vie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certainement l'une des plus grandes rencontres de ma vie. Quelqu'un aussi de très simple, de très discret, mais il était marqué ma génération. Il était venu visiter les alignements de Carnac, absolument, et de façon discrète et incognito, mais oui, être confronté à une personnalité qui en plus était un dissident, donc qui avait combattu le communisme. Très emblématique, en plus, à l'époque, c'était en 96. Exactement. Et donc, vous avez fait l'ESSEC, vous l'avez dit. C'était une envie, oui, vraiment, ou c'était... Qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez jeune? Alors, j'avais pas de vision particulière. J'avais à la fois cet intérêt pour le monde public. J'aurais pu faire une carrière de politique, d'ailleurs. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup l'entreprise. J'aime l'esprit d'entreprise et je trouve que j'ai toujours essayé d'utiliser l'esprit d'entreprise aussi dans le monde public, quand j'étais maire ou quand j'étais haut fonctionnaire. C'est vrai que maintenant, là, de plus en plus, on dit, c'est vrai que finalement, même dans la haute fonction publique ou au poste d'exécutif, il faudrait des personnes de terrain, des chefs d'entreprise. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent ça? Alors, on devrait être gouverné par des personnes qui savent gérer une entreprise. En tout cas, avoir des notions de gestion rigoureuse, d'efficacité, de productivité, et puis aussi de management des femmes et des hommes, ça me semble très utile. En tout cas, moi, je l'ai utilisé avec profit quand j'étais maire de Carnac ou quand j'étais haut fonctionnaire. Ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise m'a été extrêmement utile dans le monde public. Et vice-versa aussi, peut-être. Et vice-versa également, parce que avoir le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun, le sens d'être utile à son environnement, oui, ça le sert toujours dans ma vie professionnelle. Et dans le monde privé, c'est le cas aussi. On donne, d'ailleurs, les jeunes demandent de plus en plus de sens quand ils intègrent une entreprise. Racontez-nous un petit peu, Chargeur. Je l'ai un petit peu raconté sommairement au début, mais qui sont vos clients et quelles sont les fonctions que vous exercez chez Chargeur? Alors, Chargeur, c'est une compagnie d'investissement diversifiée. C'est une société cotée, mais avec un actionnariat familial qui contrôle le groupe et qui dirige le groupe, puisque Michael Fribourg, le PDG, est aussi le premier actionnaire et 68% de cette société cotée. Et depuis 1872, parce que c'est l'âge de ce groupe, ou l'année de fondation du groupe, nous sommes un groupe très diversifié. On est aujourd'hui, on contrôle des activités qui sont leaders dans leur marché de niche, dans les textiles. À haute valeur ajoutée. Oui, à haute valeur ajoutée, dans les textiles techniques, dans des films de protection de surface, mais aussi, on a créé au cours des dernières années le leader mondial des concepteurs et constructeurs de musées. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Donc, en fait, c'est très diversifié, finalement. Et le fait d'être dans des niches à haute valeur ajoutée, et sur l'international. Très international, avec 5% de notre chiffre d'affaires en France. Oui, d'accord. Voilà, 40% en Europe, 30% dans les Amériques, 30% en Asie. Et dans ce contexte ô combien chahuté et instable mondial, comment est-ce qu'on arrive à rester performant? D'abord, il faut garder son sang-froid. Je pense que ça, c'est important. Et nous, 1872, on a traversé 2 guerres mondiales, on a traversé d'innombrables crises économiques ou géopolitiques ou autres.
Donc je dirais, hélas, on est un peu habitué. Donc il faut garder son sang-froid, il faut, je dirais, être back to basics sur ses fondamentaux et puis s'adapter en fonction des circonstances. Ouais, L'avantage d'être mondial, c'est ce qu'on fait. L'avantage d'être mondial, c'est que aussi tout ne va pas mal partout en même temps. Oui, voilà. Comme vous êtes très diversifié, c'est ce que vous avez fait pendant le Covid, par exemple. Exactement. Vous avez très vite su trouver une parade. Absolument. Justement pour rester compétitif. Ouais, on a produit massivement des films de protection pendant le Covid, enfin des films antimicrobiens, absolument. Et très rapidement. Est-ce que vous subissez la guerre commerciale actuellement entre les États-Unis et l'Europe? Alors, on est confronté, comme toutes les entreprises mondiales, à la guerre des droits de douane qui a démarré l'année dernière. Mais comme je vous le disais, on est implanté un peu partout. Donc, on a des flux d'exportation vers les États-Unis, bien sûr, mais on a aussi de la production aux États-Unis, ce qui permet de compenser. Vous le disiez, vous avez aussi des activités de service dans les musées. J'ai vu leader mondial aussi de l'entoilage de vêtements. Oui, l'entoilage, ce sont les textiles techniques que j'évoquais tout à l'heure et qui nous ont permis de faire des masques. L'entoilage, c'est un textile qui est à l'intérieur des vêtements, qui est collé au tissu extérieur et qui permet de donner sa sphère. Voilà, une silhouette. Vous avez plusieurs épaisseurs d'entoilage dans une veste, dans les cols de chemise, le poignet, etc. D'accord. En termes de collaborateurs, quels sont les profils finalement que vous recherchez le plus en matière de recrutement chez Chargeur? On recrute tous les types de profils par définition parce que on est à la fois une puissance commerciale, on a des sites de production industrielle, donc on a aussi beaucoup d'ingénieurs, et puis tous les métiers, je dirais, de fonction support, finance, juridique, fiscale, RH, etc. Et les industries, est-ce que vous avez des industries en France? Quelles sont-elles? On a 3 usines en France, et on y tient. Une usine près des Caen, une usine en Picardie, une usine dans l'Est de la France, et on investit beaucoup. On a investi plus de 100 millions d'euros au cours des 10 dernières années, ce qui est beaucoup pour nous, dans ces usines. Donc, c'est difficile de faire de l'industrie en Europe. C'était ma question implicite. Comment est-ce qu'on arrive encore à être compétitif dans l'industrie en France, puisque la question, c'est la question de la réindustrialisation qui finalement n'arrive pas trop à se concrétiser. Déjà, nous, on essaie de maintenir notre appareil industriel et de le développer, ce qui est, encore une fois, un tour de force. Et comment on fait? Eh bien, on le fait en investissant précisément pour être efficace, pour être innovant, pour être productif. C'est la meilleure façon de réagir. En termes de politique RSE, en termes d'inclusion, par exemple, et d'égalité homme-femme, quelles sont vos politiques? Alors, on est, comme toute société cotée, on a des objectifs en la matière. On a beaucoup progressé. À tous les niveaux hiérarchiques, depuis, je dirais, les opérateurs de base jusqu'au comité exécutif du groupe. Voilà, on a une féminisation. Alors bien sûr, à notre conseil d'administration, on est à peu près à la moitié. Voilà, exactement. Comité exécutif, on doit être à 1/3. D'accord. Donc, on progresse. Et alors là, je reviens à l'industrie, mais c'est vrai que c'est un secteur qui attire moins les femmes aussi. Est-ce que chez Chargeur, on essaye aussi de montrer que l'industrie, c'est pas forcément négatif, enfin, ça a une image un petit peu négative encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on attire les talents féminins dans ce secteur? Déjà, le fait d'être diversifié fait que on a des activités où les talents féminins sont très reconnus et sont très intéressés. Donc, par exemple, on parlait des musées. Oui, c'est vrai. Clair que dans cette activité-là, on a beaucoup de femmes. La directrice générale du métier est donc une femme. D'accord. Elle a beaucoup de femmes dans son équipe et c'est très bien. Et en France et dans tous les pays où on opère. Mais on a aussi des marques de mode où évidemment. Oui, les créatures forcément aussi. Exactement. Mais même dans nos textiles techniques, c'est peut-être un métier industriel, mais il y a comme c'est orienté vers la mode, on a aussi beaucoup de femmes. En parlant de vêtements, vous faites aussi les tenues pour les militaires français? Alors, on ne fait pas de tenue pour les militaires, mais on a certains de nos textiles techniques qui sont utilisés au sein des uniformes. D'accord. On va passer à la question de nos partenaires, si vous le voulez bien, la question de VL, le média d'information de référence des jeunes, et c'est juste après le jingle. La question de VL, pour vous, Olivier Buquin, c'est celle-ci que vous avez choisie parmi plusieurs questions. Quelles sont les qualités essentielles pour un jeune diplômé pour évoluer et réussir dans un environnement culturel, multiculturel, Mali? Alors, vous l'avez compris, chez Chargeur, on est un groupe mondial, donc ça, on y est familier. Et ce que je vais donner comme conseil, on peut les donner un peu pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes diplômés. Bien sûr. Je pense que le premier objectif,
quand on est dans un environnement multiculturel, c'est de comprendre. C'est de comprendre. Et la qualité pour comprendre, c'est l'humilité, je pense. C'est l'écoute. Ouais. On a toujours tendance à expliquer qu'on est formidable et qu'on a bien fait de nous choisir quand on arrive quelque part. Non, la première chose à faire, c'est d'écouter, être en situation d'humilité et d'écoute. Et puis, je pense que le deuxième objectif, c'est, je dirais, de s'adapter. De s'adapter parce que l'univers est changeant et qu'il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut être fiable. Donc, la deuxième qualité, c'est la fiabilité. Être précis, être clair dans ce qu'on fait. Et c'est la meilleure façon de convaincre qu'on a possiblement bien fait. Exactement, qu'on a bien fait de nous choisir. Très bien. Et la dernière qualité, peut-être, c'est d'apprendre. Ouais. Enfin, l'objectif, c'est d'apprendre. Et la dernière qualité, pour apprendre, c'est précisément d'être adaptable, d'être curieux, exactement. D'accord. D'écouter. Très bien. Voilà. Au moins, les messages sont clairs. Question de Solon, un président d'agence qui accompagne les dirigeants dans leur stratégie de visibilité et d'influence sur LinkedIn. Et c'est juste après le jingle. La question de Solon. LinkedIn est-il devenu un des nouveaux lieux d'influence et comment appréhendez-vous le sujet? Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Oui, je suis sur LinkedIn depuis 2008. D'accord. Et donc, ça fait quelque temps. La société, je crois, a été créée en 2003. Donc, ça. Bien sûr, c'est devenu un média d'influence dans la sphère professionnelle. Alors, je pense que sur LinkedIn, c'est comme dans la communication générale. Sur la forme, il faut une communication qui soit très soignée et pas trop abondante. Je pense que les gens qui publient des posts à longueur de journée sont noyés, en fait. Et voilà, il vaut mieux bien choisir et communiquer peu, mais bien. Première chose. Deuxième chose, c'est, comme c'est configuré, il faut un titre, un premier paragraphe et un visuel qui soit très attractif. Parce que avant de cliquer sur en savoir plus, on clique. déjà avoir envie de le faire. Donc, OK. Et puis, après, avoir des textes qui sont synthétiques, qui sont percutants et qui vont laisser un message marquant. Et puis, sur le fond, je pense qu'il faut alterner des posts strictement professionnels adressés à votre communauté ou la communauté qui est autour de votre entreprise, vos clients, vos salariés. Finalement. Ouais, Talent. d'abord, vous allez parler à vos clients, à vos salariés, peut-être à des gens qui ont envie de connaître votre entreprise. Mais à mon avis, il faut aussi des postes qui sont dans l'extra-professionnel. Moi, je vous parlais de mon engagement. Je suis à nouveau élu à Carnac depuis 2020 comme conseiller municipal. Ça m'arrive de parler de ces sujets. J'ai des engagements bénévoles. J'en parle aussi. Et c'est faisant ces postes-là qui ont le plus d'impact, le plus d'impressions, le plus de commentaires. C'est assez intéressant à noter. Mais c'est vrai, et en plus, ce qu'on aime sur les réseaux, finalement, c'est se livrer un petit peu, de donner un petit peu de soi, et pas être complètement, j'allais dire, impersonnel. Alors, il faut bien sûr rester dans le sérieux. Bien sûr. Vous n'utilisez pas sur Facebook. LinkedIn comme Instagram ou Facebook. Mais c'est transparaître une part d'humanité aussi. Oui, et encore une fois, une part aussi, on est dans décideurs engagés, des engagements qu'on peut avoir dans la sphère bénévole, dans le caritatif ou dans le domaine électif. Et ça les jeunes talents aiment ces engagements puisque eux-mêmes demandent du sens. Donc vous êtes en plein dans la campagne pour les municipales. Absolument. Voilà, je suis auprès de mon maire à nouveau. Cette fois-ci, oui, on repart pour 6 ans si les Carnacois veulent bien nous faire confiance. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci en tout cas, merci beaucoup Olivier Bucquin. Merci à vous. On va passer à la question de l'hémicycle à présent et c'est vous qui allez poser des questions juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous pouvez vous exprimer, vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, c'est à vous. Alors la France étouffe. Je le dis comme dirigeant d'un groupe français à dimension internationale, je le dis comme élu d'une commune bretonne, la France étouffe sous le poids des normes diverses et variées. 2 exemples rapides. Chez Chargeur, on l'a dit tout à l'heure, pendant le Covid, au cœur du confinement, on a adapté une de nos usines de textile en Picardie pour produire massivement des masques de protection contre le virus. On a produit 100 millions de masques en 3-4 mois, 100 millions encore dans les mois suivants. Donc, on est devenu un acteur majeur des masques de protection en Europe. Et pourtant, on a eu un voisin, grincheux, qui a trouvé qu'on faisait trop de bruit. Il avait acheté sa maison depuis longtemps et quand il l'avait fait, l'usine existait depuis 100 ans. Mais il a saisi l'Adréal et on a été à 2 doigts
de fermer notre usine, à 2 doigts. Il a fallu qu'on fasse en urgence un investissement important. Ce ne serait jamais arrivé dans la plupart des pays. Ça a failli arriver en France à cause des normes. On a failli fermer une usine qui produisait des masques, qui sauvait des vies dans toute la France. Deuxième exemple, je vous disais que j'étais élu à Carnac. Comme toutes les stations balnéaires, on a un problème de prix du foncier qui touche en particulier les familles, les jeunes qui ont des problèmes de logement dans notre commune. Donc on a des programmes de logement aidé ciblés sur les jeunes et les familles pour qu'ils puissent rester sur notre commune. Eh bien, dans la plupart des pays comparables, entre la date de décision d'un programme et son inauguration, il faut à peu près 2 ans. En France, il faut compter pratiquement 10 ans à cause de toutes les normes. Donc j'ai une demande très simple à faire, que tous les ministères, que toutes les administrations suppriment 50% des normes qui sont dans leurs compétences en 1 an. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, avec de la volonté politique, on peut déplacer des montagnes, donc c'est possible. Et si on ne le fait pas, la France continuera d'étouffer, la France mourra à petit feu. Alors, on mourra, mais on mourra guéri, on aura coché toutes les cases, on aura tout fait bien, on sera le meilleur élève de la classe, mais on sera mort. Donc, supprimons les normes inutiles, libérons la France. 50% des normes, c'est énorme. Pardon du jeu de mots, mais il y a aussi les normes européennes, pour le coup, qui peuvent aussi peser. Oui, bien sûr, mais encore une fois, regardons ce qui se passe dans les autres pays. Nous, on opère dans le monde entier. Croyez-moi, le poids des normes de notre pauvre pays, il est extrêmement important. Ça, je vous l'accorde. C'est vrai que ce sujet revient souvent. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Bucquin, d'avoir répondu à nos questions dans Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.